J'ai toujours été cynique vis-à-vis le développement du Grand Montréal. Je trouvais que c'était presque un projet sans issue, étant donné que c'était un développement très anarchique pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, j'ai intitulé mon mémoire, c'est « Quand la compétition locale nuit à la compétitivité internationale de Montréal », parce qu'on n'a pas assez concentré nos efforts pour rendre Montréal compétitif, parce qu'on développait de façon éparpillée. Et quand j'ai lu cet été le plan, j'ai été très agréablement surpris, et c'est là que j'ai décidé d'appuyer le plan. Même si le plan m'apparaît incomplet, parce que, par exemple, il y a très peu d'instrumentation, il n'y a pas de mesures coercitives ou incitatives pour que le plan se réalise. Il y a très peu sur la promotion de la qualité en aménagement, de la qualité dans le développement. Mais je trouve qu'il va dans la bonne direction et qu'on devrait l'adopter le plus rapidement possible et que le bonifier dans le contexte actuel, avec la gouvernance actuelle, c'est-à-dire en recherchant le consensus le plus large possible, c'est peut-être pas réaliste, mais le diluer pour faire plaisir au plus grand nombre, ça serait complètement irresponsable. Et suite à l'adoption, il devrait y avoir des tables de travail pour discuter plus à fond de certains des sujets, de manière à l'améliorer, pour que la prochaine version soit encore plus audacieuse que celle-ci. Quand on parle d'un plan, on parle d'une vision qui analyse la demande, puis les moyens aussi qu'on a de répondre et de desservir cette demande. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les coûts prohibitifs reliés au maintien, au remplacement et au parachèvement des infrastructures existantes, auxquelles s'ajoute l'urgent besoin de développer des infrastructures de transport collectif. Tout ça, on s'aperçoit que finalement, on n'a presque plus les moyens de le faire parce qu'on a trop dépensé dans la mauvaise direction. Alors, il y a eu, en décembre dernier, il y a eu un colloque de l'IPAM qui est extrêmement intéressant, puis qui nous a permis de constater, c'est que, comme d'ailleurs l'a dit M. Ortibiz tout à l'heure, c'est qu'on a une demande démographique qui est lente, une demande plus faible, un vieillissement de la population. Donc, le plan va dans la bonne direction par rapport à ces constats qui ont été faits d'ailleurs par Daniel Gill. On a pu voir aussi que l'éparpillement urbain, l'éparpillement des infrastructures elles-mêmes vieillissantes, bien que moins dramatique que la moyenne nord-américaine, c'est très élevé en comparaison avec les villes européennes. Et que l'offre de terrain en zone blanche, 20 000 hectares, c'est quand même considérable par rapport aux besoins futurs, surtout si on ajoute à ce 20 000 hectares tous les terrains qui sont sous-utilisés actuellement sur l'ensemble du territoire. Au niveau des moyens, on sait qu'on est déjà très taxé, qu'on est moins riche individuellement et collectivement que les autres régions urbanisées en Amérique, qu'on n'a presque plus les moyens d'entretenir convenablement les infrastructures existantes et qui sont elles-mêmes vieillissantes. Donc, il faut vraiment faire un virement de bord très important pour corriger, évidemment, ces lacunes-là. Donc, il faut ajuster l'offre à la demande. Il faut réduire les périmètres d'urbanisation et donc viser éventuellement même à diminuer la zone blanche au profit de la zone verte par des mécanismes appropriés. Il faut favoriser le développement des infrastructures qui répondent plus aux intérêts collectifs à long terme et qui permettent de consolider le développement autour des réseaux de transport structurants, donc comme le propose le plan. Il faut densifier dans la zone blanche et aussi dans les zones actuellement urbanisées. Il faut aussi viser à réduire la compétition locale pour rehausser la compétitivité de la région. Alors, il faut identifier des sources de financement régionales qui garantissent des fonds récurrents pour l'exploitation et les réinvestissements nécessaires dans les infrastructures existantes et futures, et particulièrement dans le transport public. Et ça prend une mobilisation collective dans l'ensemble de la communauté métropolitaine pour y développer un sentiment de fierté à travers une vision inspirante pour le Grand Montréal, mais inspirante, mais réaliste et réalisable, avec des projets qui se concrétisent autant à court terme qu'à moyen terme. Donc, le plan est un pas dans la bonne direction, mais quand on regarde l'avenir de Montréal comme ville-région, ça dépend de sa capacité de se démarquer sur l'échiquier nord-américain.
Alors, Montréal est situé à quelques heures de Toronto, Ottawa, Québec, Albany et Boston, qui sont toutes des capitales. Alors, Montréal, comme ville-région, n'est ni une capitale nationale ou régionale, ni une mégapole. Elle appartient pas non plus à une mégalopole. Mégalopole, c'est 25 millions d'habitants ou plus. Et quand on regarde ce qui se passe autour de Montréal, il y a deux mégalopoles, celle du Boswash, Boston-Washington, avec 50 millions d'habitants, puis celle du Chippewa, Chicago-Pittsburgh, avec 45 millions d'habitants. Nous, on appartient au corridor Québec-Windsor, mais c'est plus quelque chose de virtuel parce qu'il n'y a pas de moyen de transport, même dans ce corridor-là. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, toutes les villes cherchent à appartenir à une mégalopole, donc à un bassin, un marché qui est desservi par transport, qui est desservi par infrastructure efficace. Et on voit l'exemple, par exemple, l'exemple de Marseille avec le projet Euro-Méditerranée, qui est un des plus grands, qui est actuellement le plus grand projet en Europe, un projet de 3 milliards d'euros, qui est financé par l'Union européenne, le gouvernement français, le conseil régional, la communauté urbaine et la ville elle-même, pour faire de Marseille un centre urbain et culturel majeur. Il y a déjà 800 entreprises qui sont arrivées à Marseille grâce à ce projet-là, plus de 28 000 emplois et 10 000 logements qui vont attirer des dizaines de milliers d'habitants. Et ça, c'est une vision régionale, structurante pour une ville, puis qui veut faire de Marseille une des villes de la banane bleue, qui est un autre concept de mégalopole, avec le lac méditerranéen où on retrouve Barcelone, toutes les villes jusqu'à Gênes. Donc, Marseille va devenir la ville d'entrée de la Méditerranée pour l'Europe, et Montréal pourrait devenir la ville d'entrée pour les deux mégalopoles du Chippewa et du Boswash, si on se développait une vision cohérente de développement de Montréal.